Bonjour tout le monde, bienvenue dans la buvette. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Kevin Vessière. Kevin, bonjour. Salut Christophe, Christopher, ça va? Ça va, tranquillement. Kevin qui est le représentant du FC Geopolitics. Donc une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de sujets un peu plus politiques, un peu plus tendus souvent, qui vont avoir moins comme sujet de fond le football en tant que tel, le sport, mais plus vraiment tout ce qui va tourner autour. Kevin, est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Bah, moi, du coup, c'est Kevin Vessière. Je suis fondateur du FC Géopolitics que j'ai créé il y a un an. Et donc, l'objectif quand j'ai créé ce média-là, à la base, c'était de faire un article par semaine sur des sujets mêlant football, géopolitique, économie. Des articles qui vont au-delà des simples aspects du résultat et des matchs et des joueurs, quoi. Montrer que le ballon rond touche plein de strates de la société. Et après, j'ai commencé à faire mes articles et après, j'ai fait des articles sous forme de thread et j'ai vu que c'était beaucoup plus partagé. Donc après, j'ai fait pratiquement que des threads en forme d'articles et c'est vrai que c'est un degré différent de lecture de ce qu'on peut voir. Donc ça marche bien. Je fais pas mal, je fais et d'en faire un ou deux threads par semaine. Et puis après, les sujets sont assez variés. Ça peut être des sujets chauds d'actualité, comme on va en parler tout à l'heure. Ça peut être sur le Qatar, l'Arabie Saoudite, ou ça peut être sur des, des pays un peu moins connus qui misent sur le football pour se faire connaître, comme le Groenland ou Gibraltar. Donc voilà, c'est assez vaste comme sujet à traiter. Enfin, le football, on peut tout dire avec. Donc il faut utiliser cet outil et puis pas hésiter à parler de ce qu'on peut, de ce qui peut se passer autour du football et ses impacts sur le domaine économique et politique. Oui, et en plus, enfin, pour avoir suivi maintenant tes trades depuis un bon moment, tu vas vraiment en profondeur dans le sujet. Donc, tu t'occupes pas de juste dire, voilà, il y a ça à gauche, il y a ça à droite. On va vraiment en profondeur, on apprend vraiment les choses comme elles doivent être apprises. Mais du coup, ton métier de base, c'est d'être dans ce format de journalisme d'investigation, ou bien ça n'a rien à voir, c'est vraiment par passion que tu t'es lancé là-dedans. C'est vraiment par passion. Après, le métier de journaliste, j'ai toujours été un peu intéressé par le métier, mais c'est vrai que c'est un milieu qui m'a toujours un peu réfréné parce que je me suis dit que si t'as pas le réseau ou tu peux très vite enchaîner les piges et être un peu et jamais traiter le sujet que tu veux traiter. Donc non, non, c'est vraiment par passion. J'avais lancé plusieurs blogs par le passé avec un peu ce genre d'articles. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est de faire des articles qui prennent du temps. On est quand même content quand ils sont lus. Et c'est vrai que le fait de faire des articles en thread, ça permet d'être beaucoup plus partagé, beaucoup plus lu. Bon, enfin, c'est souvent sur Twitter, effectivement, mais après, ouais, effectivement, je vois, après, avant de me lancer, j'avais vu pas mal de blogs de passionnés qui faisaient des articles très, très intéressants, mais le problème, c'est que ils allaient aussi en profondeur, et donc c'était assez compliqué enfin, à lire, ou parfois même moi qui étais intéressé par le sujet, je m'arrêtais en bout de lecture parce que on n'est plus forcément habitué à ce genre de format quand on consulte sur son portable. Donc, euh, Ouais, donc voilà. et c'est clair que le format de trade, c'est vraiment quelque chose qui peut se manger, se consommer beaucoup plus rapidement. Et on doit moins avoir un gros article de blog. Effectivement, il faut être posé avec son PC ou avec vraiment quelque chose pour pouvoir lire tranquillement. Là, ça se consomme sur le téléphone en une dizaine de minutes. On a les deux trois médias qui vont avec, les deux trois photos qui illustrent bien. Et c'est vrai que c'est plus intéressant. Enfin, en tout cas, ça rend la Ouais, lecture plus l'idée aussi intéressante. avec les threads, c'est aussi parce que moi, tu disais que je traitais les sujets en profondeur, mais pour moi, je les fais c'est plus des sujets que je fais un peu en termes d'introduction pour des personnes qui connaissent pas vraiment en football ou pas vraiment en géopolitique. J'essaye de mêler un peu les deux et encore, je parle pas trop de football, je parle plus, en général, j'essaie de bien présenter, quand c'est le cas d'un pays, de présenter un peu le contexte, son histoire. Et après, effectivement, je renvoie vers des liens d'articles parce qu'ils poussent le sujet beaucoup plus en profondeur. Et moi, j'essaye de me limiter à 20-30 tweets pour histoire que ça reste lisible et que ça soit facile à partager et à lire. Mais après, c'est vrai que ouais, s'il faut creuser sur un sujet, j'invite en général les lecteurs à lire des articles. C'est souvent le Guardian que je cite, mais voilà. Ouais, le Guardian qui reste quand même une source d'information très honnête. Enfin, on en parlait un petit peu en off, mais effectivement, le cas de la fédération haïtienne, pour plonger directement dans le vif du sujet, ben, c'est vraiment, ça a été dans le Guardian que ça a été publié aussi.
Alors qu'on sait à quel point ils sont pas forcément, ils payent pas forcément rubis sur l'ongle, quoi. C'est vraiment des payes qui sont minimes par rapport au travail qui peut être fourni par un investigateur, par un journaliste. Le cas de Romain Molinat sur la fédération haïtienne, c'est des semaines et des mois de travail pour 100 livres ou 150 livres, quoi. Donc il faut vraiment encore avoir Ouais, cette passion et cette envie d'avancer, quoi. ouais, puis la presse anglo-saxonne fait aussi enfin, traite des sujets qu'on voit pas forcément traités au niveau de la presse française, parce qu'après la presse française, c'est vrai que parfois il y a des articles qui mêlent géopolitique, économie et football, mais bon, il y a pas, il y en a peut-être pas forcément. Enfin, moi, si j'ai lancé l'FC géopolitique, c'est parce que je trouvais il y en avait pas assez à mon goût, même si je consommais les articles de l'équipe, de SoFoot et de Football Ski et d'autres médias de ce type, mais c'est vraiment après vers la presse anglo-saxonne, on se rend compte il y a vraiment plein de sujets qu'on a traités autour du football et de la géopolitique. Oui, c'est clair, c'est clair. Et en plus de ça, enfin, on parle un peu du football, la géopolitique, un peu de tout ce qui est autour du football. Bon, alors il y a aussi le côté agent, le côté argent, le côté un peu tout ce qui tourne autour malheureusement de plus en plus du football. Et c'est vrai qu'on voit que dans les émissions classiques, type les téléfoot, les week-ends sportifs en Belgique ou les choses comme ça, on parle pas vraiment de ce sujet-là. On reste tout le temps un peu dans le côté sportif. Mais est-ce que des fois ça biaise pas un peu la vision d'un match quand on sait que ben, tel joueur a été prêté par tel joueur, travaille avec tel agent pour pousser dans tel joueur? Ça devient difficile de vraiment se donner à corps et âme dans un club, supporter un club alors qu'on sait que les joueurs sont juste là peut-être en transition parce qu'ils ils veulent une meilleure offre, leur argent leur a promis que déjà une ferait 6 mois là, ils iraient autre part. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un peu un manque maintenant de motivation de la part des joueurs dans leur club et qu'il y a tous ces différents facteurs qui font que... Après, je sais pas si c'est un manque de motivation des joueurs, c'est plus vers quoi le football moderne va, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus enfin, il y a des joueurs qui restent ad vitam aeternam dans leur club de cœur, ce sera beaucoup moins le cas parce qu'on est vers un système de trading de joueurs et puis parfois il y a des clubs qui, compte tenu de leurs finances ou de leur équilibre financier, ils sont obligés de vendre pour survivre et souvent de vendre leurs meilleures pépites de plus en plus jeunes d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça plus c'est vers quoi on tend quoi. C'est le tout trading. Mais oui, du coup, c'est vrai. Est-ce que, enfin, je suppose que tu vas être du même avis que moi, mais maintenant, on a l'impression que la plupart des clubs, il y en a encore certains qui résistent, mais la plupart des clubs agissent vraiment comme des entreprises. Le joueur de football étant sa marchandise, donc il prend le joueur dans son équipe pour le survaloriser, pour pouvoir le revendre plus cher. Et on a l'impression que le côté sportif passe un peu en second plan maintenant. C'est vraiment le côté économique de la valeur résiduelle d'un Après joueur qui compte. le côté bon, après le côté sportif compte quand même, mais bon après c'est vrai que ça commence à prendre un peu en Ligue 2, c'est-à-dire il y a des investisseurs étrangers qui commencent à venir en Ligue 2 pour s'appuyer sur les structures de formation. C'est le cas à Caen, à Toulouse, à Troyes notamment, et puis ensuite grâce à ces formations, ils développent des jeunes joueurs, surtout qu'en France, il y a un bassin de jeunes joueurs et de potentiel assez important. Et après, l'objectif, effectivement, c'est de les revendre. Mais bon, en Ligue 2, il y a Caen, Toulouse ou les Steaks, le projet, ça reste aussi hein, de les installer au moins un peu en Ligue 1 et puis de pouvoir, effectivement, après, le but, effectivement, c'est le trading de joueurs. Mais je sais, enfin, je connais moins la situation en Belgique, mais je sais que par contre, en Belgique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus genre on vend le club à des investisseurs étrangers, mais c'est vraiment pour. Enfin, il y a le cas du Cercle de Bruges ou de l'Omel qui a été racheté. C'est vrai que c'est plus compliqué pour ce genre de club, quoi. Ouais, ouais, et puis en Belgique, on a aussi un gros problème, c'est au niveau des agents. Je crois qu'on est un des 3 ou 4 pays qui versent le plus de dividendes aux agents. Donc dans les budgets de club, d'ailleurs Romain Molina on avait fait une vidéo avec les papiers de certains, enfin les papiers officiels de certains clubs où on arrivait des fois à des montants de 15 à 20% du budget total d'un club, un club comme Ostende qui est vraiment dans une situation très précaire et 15 ou 20% de leur budget annuel était des commissions d'agents. Donc effectivement on a un gros problème, on a un ou deux agents qui font un peu la pluie et le beau temps en Belgique qui font des triangulaires hein. Donc il y a un joueur qui va dans un club, un joueur dans un club A qui va dans un club B, le joueur du club B qui va dans le club C, et le C qui va renforcer le A, et donc lui il a pris 3 commissions. En gros c'est les 3 joueurs qui ont tourné dans 3 de ces clubs. Donc
Bah, c'est un petit peu un problème qu'on a actuellement en Belgique et on a difficile d'avoir des choses beaucoup plus claires parce que voilà, il y a des rachats, il y a des gens, on ne sait pas trop qui tient les rênes dans les clubs et en Belgique c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Maintenant, enfin, j'aimerais bien parler aussi avec toi un peu de l'actualité au niveau des droits télé. Donc, Oui, en Belgique, j'en ai parlé ici il y a quelques semaines avec Christine Schrader, donc qui s'occupait un peu des droits télé pour Vous Sport, donc il y a un des diffuseurs en Belgique. Donc nous, en fait, il y a Eleven qui a racheté les droits de la Jupiler Pro League, pardon, et qui a revendu, qui a loué des droits un peu aux différents autres médias classiques. Donc, est-ce que c'était un peu dans ce sens-là que Mediapro a racheté les droits? Ou est-ce que c'était encore différent? C'était encore un format différent? pour Mediapro, en fait, donc Mediapro, enfin, c'est un groupe, comment dire, qui, dont l'objectif, en gros, c'est de racheter des droits TV sportifs et ensuite de les revendre et de faire une plus-value là-dessus. Et pour Mediapro, c'est en 2018, donc ils ont répondu à l'appel d'offres de la LFP et c'est eux qui ont remporté le gros lot. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils ont remporté le gros lot, c'est-à-dire 800 millions à 800 millions d'euros, et ben, derrière, on n'a pas vraiment demandé de garantie financière de la part des instances du football français, alors que justement, bah, un petit peu avant 2018, Mediapro avait acquis les droits de la Serie A. La Serie A avait demandé des garanties financières à Mediapro et Mediapro les avait pas apportées. Et donc, du coup, bah, la Serie A a fait bah, non, non, du coup, on ne suit pas, enfin, on va pas faire l'aventure avec vous. Mais pour le cas de la France, bah non, ça n'a pas été le cas. On ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ces garanties financières. Il y a toujours peut-être le spectre il y a toujours le spectre du milliard, vu que le football français voulait absolument dépasser le milliard en termes de droits TV pour rattraper les quatre autres grands championnats. Après, il y avait aussi l'hypothèse qui avait été évoquée, c'était le fait que, en gros, pour un tel montant, on ne pouvait pas demander de garantie financière, mais finalement, l'Italie l'avait fait. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est un petit peu bizarre. Et puis, bah, l'autre souci, c'est que Mediapro a un peu tablé tout son budget sur le fait qu'ils aient 3,5 millions d'abonnés avec la nouvelle chaîne qu'ils ont créée Téléfoot pour seulement, entre guillemets, de la Ligue 1, même si maintenant ils auront d'autres compétitions. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a des groupes en France comme beIN Sport qui ont atteint les 3 millions d'abonnés en 6 ans, bah là, je ne sais même pas si enfin, Téléfoot, s'ils auront leurs 3 millions d'abonnés à l'issue comment dire, de leur contrat de droit de diffusion. Donc c'est vrai que là, ils se sont rendus compte avec le lancement de Téléfoot que bah, ils avaient que 200 000 abonnés, que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça de motiver le spectateur. Et puis après, le prix est pas non plus alléchant parce que j'ai plus le prix en tête, mais c'est 26 euros quoi, donc, ou 30 euros. Donc ça reste une sacrée somme pour regarder entre guillemets que de la Ligue 1 et après il faut regarder les autres sports, enfin les autres ligues de football et les autres championnats. Bah, il faut aussi débourser donc ça fait cher pour le consommateur de foot qui veut suivre les matchs. Mais là c'est vrai que bah, c'est en négociation. La LFP pour l'instant elle a mis en demeure Mediapro. Elle veut récupérer l'argent, mais du coup, maintenant, elle a fait des prêts. Mais Mediapro, ce qu'ils veulent, c'est renégocier à la baisse. Et apparemment, les actionnaires chinois qui sont derrière le groupe Mediapro, ce seraient eux qui auraient aussi un petit peu dit à Mediapro de renégocier à la baisse parce que ils ont vu qu'ils n'avaient pas fait ils n'avaient pas fait forcément un bon deal. Ils avaient un peu surpayé le football français, quoi. Mais du coup, quand on connaît un peu les difficultés financières qu'ont la plupart des clubs français, donc Marseille qui est un peu en difficulté pour l'instant, le PSG qui n'a plus les fonds qu'il avait il y a 3 ou 4 ans, tous les autres plus petits clubs qui ont aussi plus difficile à vivre, est-ce que le fait de devoir renégocier ces droits télé à la baisse peut amener vraiment une catastrophe dans le niveau français? Ah bah oui, parce que la plupart des clubs et même la LFP, ils ont un peu fixé leur budget sur les années à venir sur le contrat de Mediapro. Donc c'est vrai que si c'est renégocié à la baisse, après ça sera renégocié à la baisse avec peut-être une offre, s'il y a un nouvel appel d'offres avec Canal et beIN, mais c'est vrai que là ça va compliquer les choses, surtout qu'en plus les clubs ont été impactés par le fait qu'il y a eu il y a eu la suspension du championnat et qu'il n'a pas repris. Après, bah, il y a les problèmes aussi au niveau des stades et des huis clos et après avec les jeux de spectateurs parce qu'il n'y a pas, il y a pas la billetterie. Et puis après, bah, avec la crise économique,
il y a eu aussi au niveau des transferts, certains clubs, ils pensaient notamment le marché anglais allait venir en France pour investir et acheter des joueurs entre guillemets en les surpayant. Mais là aussi, ça fait du coup 3 cas. Ça fait entre la billetterie, les droits TV négociés à la baisse et puis le marché économique des transferts. C'est vrai que les clubs français vont être un petit peu en difficulté si en plus Mediapro, qui est un peu le gros contributeur pour les finances du football français, si les Mediapro ne règlent pas la note. Mais enfin, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. On verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que, à mon avis, ça va être. Je ne sais pas si la LFP arrivera à récupérer le montant qu'elle voulait de Mediapro. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. C'est dommage parce que du coup, pour la plupart des clubs, c'est vraiment le financier qui va être prioritaire ici dans les prochaines semaines, prochains mois. On ne sait pas trop comment ils vont s'en sortir, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est un peu dommage que ça prenne autant d'ampleur et du coup, ça va forcément se répercuter sur le niveau de jeu, sur la motivation des joueurs qui vont peut-être devoir aussi voir leur salaire à la baisse, comme ce qui se passe pour l'instant à Barcelone. Donc, ça risque d'être quand même assez compliqué, quoi. Oui, c'est ça. Puis au niveau des salaires à la baisse ou après au niveau du marché des transferts du mercato hivernal où les clubs vont chercher à vendre leurs meilleurs joueurs pour essayer de sauver la mise, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans une phase d'incertitude et c'est vrai que la LFP contracte prêt sur prêt pour sauver la mise. Mais bon, C'est c'est jamais vrai une bonne que, en gros, solution. l'erreur, entre guillemets, c'était d'avoir fait confiance à Mediapro en 2018 et de pas, en plus, ne pas leur avoir demandé de garantie financière. Oui, surtout que beaucoup de gens tiraient déjà la sonnette d'alarme au moment où Mediapro avait mis sur la table les 800 millions. Oui, c'est ça, oui. Bah, après, bon, après, tout le monde aussi s'est emballé à l'époque à cause du fait que les droits TV de, du football français atteignaient le milliard d'euros. Donc c'est vrai qu'avec une telle somme, on peut très vite oublier toutes les garanties financières derrière. Mais maintenant, en Oui, plus, avec une crise économique par-dessus le dos, on voit, euh, on voit malheureusement où ça peut mener le football français. Enfin, on verra par la suite si, euh, si on l'espère. J'espère que les, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne vont pas être en faillite, quoi. oui, ouais, bien sûr. Mais du coup, enfin, on va parler un petit peu aussi, comme on l'avait annoncé, d'Arabie Saoudite. Donc, on en parle de clubs français. Effectivement, il y a eu le cas avec Marseille, où pendant tout un moment, on pensait que c'était l'Arabie Saoudite qui allait reprendre le club. Il y a eu pas mal de négociations, apparemment. On ne sait pas trop ce qui se passait. C'était assez discret. On parlait de noms qui revenaient souvent. Mais pour toi, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui allait se faire, ou c'était une possibilité? Ou bien c'était vraiment plus pour essayer de redonner un peu d'attrait au club ou des choses comme ça? Pour l'OM, c'était vraiment un mystère, hein, parce que du coup, ça repose quand même beaucoup sur la personne de Ajroudi. Et c'est vrai que non, pour ce rachat de l'OM, on savait finalement pas vraiment qui voulait racheter le club. Après, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, on sait qu'ils ont envie d'investir ils ont envie d'investir dans le football, notamment pour concurrencer leur rival qatari, parce que eux, ils sont en termes de diplomatie sportive et en termes de diplomatie par le football, ils ont quand même déjà placé leur pion avec le PSG, avec la Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde 2022. Et en plus, ils accueillent beaucoup d'événements autres, des événements internationaux. Je pense au championnat du monde d'athlétisme. Et l'Arabie Saoudite, maintenant, elle veut rattraper son retard sur tous les domaines et aussi sur le domaine du sport. Et du coup, ils mettent les moyens depuis fin 2019, début 2020, parce qu'ils ont eu le Rallye Dakar, ils ont eu le Tour cycliste d'Arabie Saoudite, ils ont eu le combat de boxe, le Clash of Dunes. Et là, leur objectif, effectivement, c'est de racheter un club de football pour faire, en gros, comme le Qatar avec le Paris Saint-Germain et comme les Émirats Arabes Unis, même si c'est plus compliqué parce que c'est pas que les Émirats Arabes Unis derrière le City Football Group et Manchester City. Et l'Arabie Saoudite, eux, ils voulaient racheter un club de football. Donc d'abord, ils voulaient racheter Manchester United, sauf que bah, c'était impossible parce que le morceau était beaucoup trop gros. Après, ils se sont rabattus sur Newcastle, mais malheureusement, c'était bien parti pour eux en mars-avril de cette année. Après, il y a eu la crise économique et en plus, après, il y a eu beaucoup d'accusations outre-Manche sur du sport watching de la part de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que d'utiliser le sport pour laver un peu
toutes les violations des droits de l'homme et aussi la guerre du Yémen qui est menée par l'Arabie Saoudite. Et donc, comme Newcastle, le rachat de Newcastle, ça battait un peu de l'aile. Après, il y a eu, entre guillemets, tout le monde s'est dit, ah bah, l'Arabie Saoudite va peut-être racheter un autre club et pourquoi pas l'Olympique de Marseille. Et là, après, il y a eu le cas Ajroudi. Donc, c'est vrai que cet homme d'affaires tunisien, il a dit oui, j'ai des investisseurs par-ci, par-là au Moyen-Orient, mais finalement, on n'a pas vu on n'a pas vraiment vu qui était derrière le projet Ajroudi. Et finalement, bah, il n'y a pas eu il y a pas eu de rachat. On avait un peu l'impression finalement qu'il avait le projet de racheter l'OM. Il a un petit peu jeté, qu'il a un peu dit oui, j'ai le projet, j'ai des investisseurs, etc. Et qu'il présentait un peu son projet par voie de presse. Et que finalement, en fait, il attendait les investisseurs pour C'est pouvoir ça. racheter l'OM. Ouais, et Mais puis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'intérêt. Enfin, il y a, pas eu- il y a un intérêt de l'Arabie Saoudite pour acheter un club et pourquoi pas l'OM. Mais après, il n'y a pas eu de cash derrière pour acheter le club. oui, surtout que les montants qui avaient été annoncés par Ajroudi, c'était complètement faramineux pour un club comme l'OM. Ouais, bah, ça faisait partie un peu de son récit, Ouais, c'est ça. il voulait un peu vendre du rêve, il voulait aussi, je pense aussi un peu séduire des investisseurs pour qu'ils se raccrochent à son projet. Mais ouais, même finalement, Boudjelal, qui croyait un petit peu au projet, il s'est aussi rendu compte vers la fin que ça tenait entre guillemets pas la route, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais du coup, pour parler de l'OM, je sais pas si tu es un peu au fait de l'actualité là-bas, mais apparemment ça va quand même assez mal pour les finances du club. Ils vont devoir vendre absolument en hiver parce que apparemment c'est quand même assez délicat au niveau des finances. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore du mouvement ici jusqu'à pour le mercato hivernal ou avant la fin d'année dans l'OM? Après, oui, après, en plus, ça va dépendre effectivement, comme on disait tout à l'heure, du cas Mediapro LFP, mais oui, il pourrait être amené à revendre. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait des investissements importants avec l'achat de Luis Enrique, mais ouais, bah après, enfin, l'OM est déjà en difficulté financière, mais je pense que ça va être le cas pour pas mal de clubs de Ligue 1 si la situation entre Mediapro et la LFP ne s'arrange pas, c'est que euh, les, les clubs de Ligue 1 vont devoir vendre leurs meilleurs éléments. Donc ça va être, ça peut peut-être être Thauvin à Marseille, ça peut être Depay à l'OL, ça peut être des choses comme ça. Et après, c'est vrai que entre guillemets, le meilleur moyen de sauver les finances du club si elles sont vraiment dans le rouge, ça va être de vendre les meilleurs éléments de chaque club. Oui, malheureusement. Et en plus, dans la plupart des business plans des équipes françaises, on pense déjà à la revente de joueurs. C'est-à-dire que pour mettre un budget en équilibre dans les budgets français, on met dans les recettes des ventes de joueurs. Donc, c'est-à-dire que ici, avec la crise économique, s'ils n'arrivent pas à vendre, ça va être encore plus un problème. Si en plus, il n'y a pas les droits, si en plus, il y a le problème de billetterie, on risque peut-être de voir une fin d'année qui soit complètement délirante au niveau des transferts de joueurs, Oui, quoi. puis il y a un autre souci, c'est que si on sait entre guillemets que les clubs sont vendeurs, bah, les clubs acheteurs, vu qu'ils savent qu'en face, les clubs de Ligue 1 sont vendeurs, et ben, ils vont pas casser la tirelire non plus. Ça va pas être bon, même si, bon, par exemple, je pense au cas de Wesley Fofana avec la histoire qui a cassé la tirelire Ouais, pour lui. Mais bon, là, pour le coup, c'est vrai que Fofana, c'était un peu enfin, le discours de Santino autour de Fofana, c'était on va le garder, c'est notre jeune élément. Donc, Leicester a renchéri et a mis du cash derrière. Mais si dans la presse, on lit le football français, entre guillemets, est à vendre et ils vont vendre leurs meilleurs éléments pour compenser les pertes, bah là, du coup, il y aura, entre guillemets, pour les autres ligues, qu'à se baisser pour ramasser pour ouais. récupérer les joueurs. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, on va revenir un peu sur le côté. Tu parlais du sport washing de l'Arabie Saoudite. On a parlé beaucoup aussi d'une sorte de putsch du Qatar par l'entremise de ces médias pour ne pas accepter le rachat de Newcastle. Parce que Newcastle, c'était quand même vraiment très très proche d'être fait. On était à 80, d'après les sondages, enfin d'après les avancées, on était à 80-90% de fait. Et c'est vraiment été à la dernière limite où ça s'est annulé. Est-ce que tu penses qu'il y a eu vraiment cette ingestion du Qatar pour bloquer ce rachat? Oui, parce que, comment dire, au niveau de la première ligue, beIN Sport, c'est le principal diffuseur des droits internationaux de la première ligue. Et il est vrai que si l'Arabie Saoudite rachetait un club là-bas,
ça mettait entre guillemets en difficulté beIN Sport parce qu'en gros, ils accusent l'Arabie Saoudite d'être derrière la chaîne de piratage BeOutQ, donc en gros qui pirate les différents serveurs de beIN Sport pour diffuser les matchs. Et donc, effectivement, il y a eu une lettre du directeur général de beIN Sport à la Première Ligue qui a dit on ne peut pas accepter, entre guillemets, que l'Arabie Saoudite rachète un club de Première Ligue, parce que du coup, s'ils rachètent un club de Première Ligue, et vu qu'entre guillemets, c'est eux qui piratent les droits TV internationaux de la Première Ligue, bah, vous vous tirez une balle dans le pied. Et après, en plus, il y a eu les accusations de sport watching, là, qui étaient là de membres du gouvernement britannique. Mais il est vrai que le Qatar a pesé effectivement pour que l'Arabie Saoudite n'investisse pas là-bas dans leur chasse gardée. Et après, bon, on verra où est-ce qu'ils peuvent venir. Après, c'est vrai qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'OM, et c'est vrai que peut-être que tout le monde s'est emballé aussi parce que tout le monde s'est dit, ah, bah, si l'Arabie Saoudite rachète Marseille, que Paris a le Qatar, ça peut faire un duel, ça peut ramener un peu ce derby, et ça peut faire un duel géopolitique à distance sur le terrain de football. Mais bon, pour l'instant, l'Arabie Saoudite qui rachète un club, c'est encore loin d'être fait. Leur objectif en plus c'était vraiment d'investir en première ligue, et là pour l'instant ça s'est pas fait, donc on verra vers quoi ils vont se tourner. Et après, par contre, en revanche, là il y a un autre cas de rachat de club, enfin c'est une participation minoritaire, mais c'est le Bahreïn qui a investi dans le Paris FC. Et il est vrai que c'est aussi une autre forme de participation de certains États dans le football, c'est de se mettre entre guillemets actionnaire minoritaire au niveau d'un club. Et comme ça, entre guillemets, ils ont moins de risques, et puis ils commencent un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est encore un acteur supplémentaire qui vient. C'est encore quelqu'un qui vient remettre une, une petite couche à toute la guéguerre géopolitique autour du football. Mais eux le font plus sournoisement en arrivant sur le Paris FC. Ça prend quand même le nom Paris. Ça prend quand même un peu de visibilité. Maintenant, à voir un peu ce qui va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années au niveau de là. Mais c'est vrai que cette première ingérence est déjà un signe aussi d'un travail politique et géopolitique du Bahreïn, quoi. Ouais, et puis le Bahreïn, enfin, ils ont réalisé un bon coup, hein, parce qu'effectivement, ils ont une participation minoritaire dans le club. Ils peuvent, entre guillemets, associer le nom de leur pays avec la ville de Paris, même si ça reste le Paris FC. Il y a quand même des choses à faire. Enfin, Paris, c'est quand même la ville la plus visitée au monde, donc il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Et puis, en plus, ils peuvent afficher sur le maillot du Paris FC visite Bahreïn, et faire ainsi, entre guillemets, un peu de la diplomatie sportive, utiliser le club pour montrer aux gens ce qu'est le Bahreïn, expliquer où est-ce que c'est, peut-être aussi développer le tourisme là-bas. Il y a aussi ces logiques-là qui rentrent en compte quand il y a des États qui investissent dans des clubs. Oui, tout à fait. Mais du coup, est-ce que pour toi, cette guéguerre, alors on dit guéguerre, mais est-ce que c'est plus vraiment une guerre économique et de visibilité entre l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Qatar, Bahreïn? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui prend une grosse ampleur ou est-ce que c'est juste un peu une guerre de qui a le meilleur club? Ouais, non, à mon avis, c'est plus un peu du mimétisme, hein. C'est que tel le club investit dans tel sport, il faut faire pareil. Et puis, il y a un peu crispé les relations au niveau du Moyen-Orient. Donc, il faut savoir que oui, en gros, il y a le Qatar, son principal rival, c'est l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite est alliée avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et ce qui a cristallisé un peu les tensions, c'est quand le Qatar, qui est vraiment un tout petit pays à l'échelle du Golfe Persique, ils ont obtenu la Coupe du Monde. Et là, tout le monde s'est dit, ah ben, enfin, notre voisin petit comme ça, il a la Coupe du Monde. Donc, tout le monde s'est dit, ah ben, il faut qu'on investisse aussi en diplomatie sportive. Et ben, il faut qu'on fasse pareil. Et l'Arabie Saoudite avait beaucoup de retard en la matière parce que ils étaient pas du tout, ils avaient pas du tout mis en place de logique d'organiser des événements, de développer des entreprises pour s'insérer dans l'événementiel sportif. Et là, ils essayent de rattraper leur retard depuis que Mohamed Ben Salman a repris, entre guillemets, les rênes du pays en 2015.
Et là, ils investissent à tour de bras et puis parfois ils utilisent la méthode entre guillemets, enfin forte. Ils veulent entre guillemets mettre un peu des lumières dans les yeux. Ils se sont dit bon, on veut investir dans le football, on va acheter Manchester United. Sauf que bah, vu qu'ils étaient, enfin ils sont pas depuis longtemps entre guillemets dans le game, ils ont vite compris que c'était pas possible parce que Manchester United c'est trop cher pour Ouais. n'importe quel pays multinational. C'est l'un des trois clubs les plus riches au monde. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, on parle un peu du Qatar qui se donne une belle image, mais du coup avec Paris, avec la Coupe du Monde et tout ça. Mais c'est dire comme ça marche, parce qu'on parle pas du tout de tous ces chantiers qataris qui sont une vraie catastrophe tant industrielle, écologique que humaine, parce que le nombre d'esclaves, parce qu'on peut quasiment utiliser ce mot-là, qui travaillent Hmm. sur les villes qui n'existent pas encore et qui vont accueillir des manches de la Coupe du Monde, on est quand même sur quelque chose de très sale entre guillemets, et pourtant on n'en parle pas du tout, aucun média n'en parle vraiment. C'est pas des questions qu'on se pose. Même quand il y a eu l'attribution du Qatar, effectivement tout le monde se disait à demi-mot, ben, c'est un choix sportif horrible vu les candidatures qu'il y avait à côté aussi, parce qu'il y avait les États-Unis aussi qui s'étaient proposés. Oui, et en Et plus, enfin, au niveau de l'attribution, il y a des suspicions de corruption. C'est pour ça que Blatter a notamment démissionné de la tête de la FIFA, c'est parce que on soupçonne le Qatar d'avoir acheté entre guillemets les voix pour avoir la Coupe du Monde. Et puis après, effectivement, au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde, c'est vrai il y avait beaucoup enfin, on lisait beaucoup que, entre guillemets, on allait retirer l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar parce que si, parce que ça. Mais finalement, enfin, mis à part entre guillemets Covid, non, la Coupe du Monde 2022, elle aura bien lieu au Qatar. Effectivement, comme tu disais, j'ai plutôt envie de dire malheureusement. Enfin, moi, j'ai pas forcément de problème à ce que des compétitions sportives se passent en dehors entre guillemets en dehors des terres historiques du football que sont l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais là, c'est qu'il y a on construit les stades dans des zones totalement désertiques. On va mettre de la clim derrière. On va bousculer le calendrier et faire jouer tout ce alors, beau monde en hiver. Et donc, ça va rajouter, entre guillemets, encore plus de complications dans un calendrier déjà surchargé. Donc, c'est vrai que ça dépend. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on veut comme football pour demain, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un football où on veut jouer à tout prix dans des stades, qu'importe les questions écologiques, qu'importe les questions de vie humaine, effectivement, parce que tu en parlais avec les travailleurs là-bas, mais qui sont carrément traités comme des esclaves, quoi. Donc effectivement, ça pose toutes ces questions-là. Et puis, bah, Coupe du Monde Qatar 2022, ça va être effectivement aussi bien compliqué de la suivre au niveau des supporters. ouais, tout à fait. Et puis voilà, c'est aussi un monde. Enfin, c'est pas le pays qui se prête le plus à la fête non plus. Je veux dire, autant quand on a eu la Russie, on s'en est beaucoup plaint aussi, parce que oui, aussi il y avait pas mal de suspicions, mais au bout du compte, c'était un mondial qui s'est très bien déroulé, même s'il y avait quelques matchs qui étaient quand même à une sacrée distance les uns des autres. Mais le championnat s'est très bien déroulé, ça s'est bien passé. Bon, on a eu une demi-finale qu'on ne parlera pas ici, mais qui s'est très mal déroulée par contre. Mais Ah oui, voilà. bah, on va pas en parler Non, parce que on va pas en parler parce que ça va voilà, créer c'est pas. des tensions entre Tout nous. à fait, tout à fait, tout à fait. On va rester courtois et humble et voilà, on va pas en Bah, parler. pour toi, ouais, surtout. Ouais, surtout. Mais du coup, effectivement, quand on voit qu'on va aller à Dubaï où une femme peut pas forcément être habillée comme elle Bah, veut, où on peut pas boire déjà, d'alcool. il y avait un peu cette question qui s'est au niveau d'autres compétitions. Il y a eu les championnats du monde de cyclisme en 2016, je crois, et aussi les championnats du monde d'athlétisme en 2019, où finalement beaucoup d'athlètes étaient plaints aussi au niveau des conditions dans lesquelles ils devaient exercer leur métier, leur sport, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, non, mais c'est n'importe quoi de nous faire courir ou de nous faire dans ces conditions-là en termes de chaleur, etc. Donc après, du coup, bah, c'est vrai qu'il y a au niveau des stades, maintenant, ils vont y aller à grands coups de climatisateurs, je sais pas si ça se dit, de clim. Ouais, de clim, ouais. Mais ouais, du coup, après, bah, ça pose des questions au niveau de l'impact écologique de la Coupe du Monde. Ça rentre aussi
en ligne de compte de plus en plus pour l'organisation de tels événements, quoi. Oui, et puis il y avait une interview, enfin en tout cas un billet qui avait été fait par Oliver, je crois que c'était aux États-Unis, et il disait que si ça n'avait pas été pour de la corruption, le choix de Dubaï était quand même un choix catastrophique. Parce que, comme on en parle, il y a De Dubaï. aucun. Du Qatar Ah, du Qatar, ouais. était catastrophique parce qu'il y a aucune. Il y a aucun point positif à aller là-bas, que ce soit économique, écologique, Bah, il n'y a surtout aucun que point oui, positif. ils ont fait sortir des stades. Enfin, il y avait déjà pas beaucoup d'infrastructures, quoi. Donc, d'infrastructures sportives, je veux dire. Ouais, Donc, c'est ça. c'est vrai qu'ils ont fait sortir de sous terre dans un délai extrêmement réduit, avec toute la question des travailleurs qui sont là-bas. Donc, non, effectivement, ça pose cette question-là. C'est vrai que on a envie de se dire maintenant, quand on organise une telle compétition, il faut quand même essayer de le faire à la limite dans un pays, si c'est pour mettre en lumière un pays ou une région, pourquoi pas, mais il faut aussi prendre en compte le fait, est-ce qu'il y a les infrastructures derrière, et aussi, enfin, est-ce qu'après derrière, est-ce qu'on va pouvoir les réutiliser en faveur de la population, et que en gros, ça ne soit pas entre guillemets qu'une Coupe du Monde pour les élites, et qu'ensuite après on fait la Coupe du Monde, et puis on laisse le pays avec les dettes qu'il a dû contracter, parce que en général, les Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Ouais, c'est on compliqué. a Hein. entre guillemets un budget, et puis c'est très vite surévalué, quoi. C'est sûr que le Brésil et ses Jeux Olympiques et sa Coupe du Monde, ils payent encore. Enfin, il y a encore des stades qui sont repris par la végétation 3 ans après, quoi. Ouais, Donc effectivement. c'est compliqué. Mais du coup, enfin, cette question d'attribution au Qatar, ça nous repose aussi la question de la FIFA. Donc c'est-à-dire que j'avais beaucoup travaillé, parce que j'avais fait mon mémoire sur l'attribution de la Coupe du Monde 2018-2020. Et donc en 2018, on a l'Angleterre, on a l'Espagne, on a la Belgique et les Pays-Bas. Alors la Belgique, on n'a même pas su avoir un stade pour faire la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe 2020. Donc on va pas prendre la Belgique comme étant crédible. Mais face à l'Angleterre, on choisit la Russie. Et pour 2022, aux États-Unis, on choisit le Qatar. C'est quand même compliqué de justifier ça d'un point de vue purement sportif. Après, il y a aussi une logique de la FIFA. Maintenant, enfin, la logique maintenant, enfin, vu que la FIFA c'est une multinationale du football. La logique, c'est vraiment d'implanter du football partout, et comment entre guillemets, d'organiser les plus grandes compétitions dans des territoires où ça avait pas eu lieu. Mais bon, après, faut pas se leurrer, faut pas être naïf entre guillemets. Si le Qatar a eu la Coupe du Monde, bah, c'est parce que, enfin, ils ont mis l'argent derrière. Après, si la Russie a eu la Coupe du Monde, c'est parce que aussi Poutine a dû faire jouer son réseau diplomatique, et aussi c'était aussi une bonne manière de remettre la Russie, comment dire, sur le devant de la scène diplomatique. Donc non, après il y a aussi une logique, effectivement, c'est de faire tourner comment dire les compétitions pour pas que ça soit toujours sur le même continent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, après du coup, à mon avis, le prochain territoire t'es pas habitué à avoir une Coupe du Monde, ce sera la Chine qui aura une Coupe du Monde d'ici 2030, 2034. Ce sera le prochain grand territoire qui aura la Coupe du Monde, parce qu'il y a des logiques diplomatiques, il y a des logiques de pouvoir derrière, il y a des questions aussi géopolitiques pour que, en gros, la Coupe du Monde tourne, et soit une fois en Europe, une fois en Asie, une fois en Afrique, etc. Donc, il y a ces Oui, questions-là aussi qui rentrent en jeu. surtout que la Chine est en train d'investir massivement dans le football aussi. Alors, Ouais. pour l'instant, un peu n'importe comment, dans le sens où on prend les joueurs qu'on peut, on met des millions pour les avoir, mais ils sont en train d'investir dans pas mal de terrains de football, ils sont en train d'investir dans pas mal de centres de formation. Donc voilà, on sait comment la Mais Chine peut être après, ouais, la Chine, agressive. ça devient un peu plus carré, parce que bon, c'est vrai que bah, ça prend du temps. Enfin, ils n'ont pas de résultats tout de suite, mais bon, en même temps, ça prend du temps d'avoir de construire un peu une culture football autour du pays, si le ballon rond n'était pas encore vraiment implanté Non, au c'est niveau de clair. la Chine. Après, bon, c'est vrai qu'ils là, ils font des stades, des académies, ils font venir des entraîneurs du Real et du Barça pour entraîner leurs jeunes. Mais bon, c'est vrai que ça va pas se faire tout de suite. Et aussi, ils commencent aussi à lever le pied en termes de joueurs étrangers au niveau de leur championnat, pour qu'en gros, leur championnat national, ils puissent, entre guillemets, mettre en avant
des joueurs chinois, mais bon, ils sont encore très loin du compte. Ils vont pas se qualifier pour la Coupe du Monde de 2022. Et puis sur la scène asiatique, ils sont encore très loin du Japon, de la Corée du Sud, de ces pays-là, quoi. Ouais, tout à fait, mais bon, après, on sait comment la Chine peut être agressive dans certaines choses comme ça. Donc, à mon avis, comme tu dis, d'ici quelques années, c'est sûr et certain, ça ira chez eux. Il y aura des joueurs chinois qui vont arriver dans des grands clubs et des choses comme ça. Et c'est sûr que ils vont réussir leur coup aussi à ce niveau-là. Mais du coup, pour revenir un petit peu au côté FIFA, il y avait eu une interview de Sepp Blatter, donc justement, très peu de temps après l'obtention des deux mondiaux, où il expliquait que la FIFA, donc il y a une ASBL, hein, la FIFA, qui avait 1 milliard d'euros en banque. Et Sepp Blatter avait répondu que c'était pour prévenir des coups durs. Alors, les coups durs dans le football pour la FIFA, c'est un peu compliqué, mais très peu de temps après, il a été pris pour corruption, et c'est Infantino qui est rentré. Est-ce que tu penses que Infantino est un meilleur choix que Sepp Blatter? Moi, ouais, après, je pense que oui, non, c'est Blatter, il a dû faire pas mal de combines durant sa présidence. Après, Infantino, c'est vrai il avait le projet, entre guillemets, de rendre l'institution de la FIFA, entre guillemets, un peu plus saine, mais je crois savoir, si je me trompe pas, oui, effectivement, que Infantino aussi, il commence à avoir quelques petits problèmes, quelques petits problèmes juridiques, et puis que finalement, enfin, même s'il y a eu des membres de la FIFA qui ont été poursuivis pour corruption, je suis pas sûr que l'institution soit encore entre guillemets, lavé de ses mal, quoi. Donc, non, Infantino, c'est peut-être un meilleur choix que Blatter, mais bon, après, le problème, c'est que Blatter, je sais pas combien de temps il a été président de la FIFA, mais c'est que être président d'une telle institution et puis après y rester 10, 20 ans, ça peut entraîner des dérives. Mais bon, là, après, le projet de la FIFA, enfin Infantino, lui, son grand projet en ce moment, c'est vraiment de concurrencer la Champions League de l'UEFA et de créer sa Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu d'ailleurs en Chine. On y revient souvent Ouais. en football. Et donc oui, lui, l'objectif, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment de mettre du football sur toute la planète et puis aussi de faire en sorte que ce soit vraiment la FIFA qui domine la scène footballistique mondiale. Ouais, et puis il y a aussi le problème d'Infantino. Enfin, après, voilà, c'est plus perso, mais c'est un peu ce côté God complexe où on sent il avait annoncé qu'il voulait avoir le prix Nobel de la paix. Il a déjà été plusieurs fois à des réunions politiques, donc il a été invité par le président de l'Argentine. Donc il se met aussi pas mal dans des places auxquelles on ne s'attendrait pas à voir un président d'une ligue de sport. Ah oui, mais après, comme ça, entre guillemets, enfin, ça, moi, je peux comprendre parce que la FIFA, finalement, par son poids financier, son poids symbolique, son poids diplomatique, Infantino, il a quasiment le rôle enfin, pas d'un chef d'État, mais il a le rôle comment dire, d'un président d'une très grande organisation mondiale. Donc, moi, ça m'étonne pas qu'il soit reçu, entre guillemets, comme un chef d'État, surtout qu'entre guillemets, après, enfin, entre guillemets, avoir des bons rapports avec la FIFA, ça peut permettre notamment d'avoir des compétitions ou des financements derrière pour développer le football dans le pays. Donc, ça, moi, ça ne m'étonne pas trop. Ouais, et après, voilà, il y a aussi les dérives qui en découlent. Et comme tu dis, il commence tout doucement à être ciblé pour certaines choses. Il y a eu notamment la couverture de tout le problème haïtien. Il y a pas mal de problèmes aussi au niveau de l'argent en Afrique qui démarre en disant on a donné 3 millions pour un pays pour développer des infrastructures de foot. Et puis quand on va sur place, on a un terrain avec des lignes blanches peintes à la main sur de la terre sans pelouse. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses que la FIFA, ben forcément, comme dans toutes les grosses sociétés, il y a vraiment de grosses dérives et plus il y a de plus en plus d'intermédiaires qui prennent de plus en plus de poids et qui du coup laissent de moins en moins à la petite personne qui veut jouer au bout du compte, quoi. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, ouais, effectivement, je pense que, comme tu dis, il y a encore du travail à faire pour qu'entre guillemets,
tous les fonds alloués par la FIFA arrivent vraiment pour l'objectif qui est derrière, c'est-à-dire développer les infrastructures de football et qu'entre guillemets le football soit un levier d'émancipation sociale pour la population qui bénéficie de ces fonds. Mais parfois, ouais, c'est pas le cas. Les fonds, ils arrivent dans les mauvaises poches. Et puis après, effectivement, tu parlais du cas de la fédération haïtienne. C'est vrai que quand on voit le cas de la fédération haïtienne avec les accusations d'abus sexuels de la part du président et que, en gros, entre guillemets, ça a été couvert par la FIFA, bah, on voit qu'il y a quand même encore un peu une culture du silence dans cette organisation. Donc, ça veut dire que l'organisation n'est pas forcément encore saine et lavée de toute corruption, comme essaye de l'annoncer Infantino à chaque fois qu'il parle, en disant que la FIFA, il n'y aura plus de corruption, etc. Non, je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Oui, et puis comme on dit tout le temps, plus il y a d'argent, plus il y a de corruption. Et là, pour l'instant, le football est en train d'exploser à ce niveau-là. On en parlait tout à l'heure, mais effectivement, les commissions d'agents, les transferts, quand on pense à certains montants de certains transferts, enfin, je sais pas si tu as suivi un peu les matchs de la Nations Cup ici dernièrement, mais quand on voit qu'on met 80 millions d'euros pour un Maguire, on se dit que Ah oui. les agents ont encore de beaux jours devant eux pour se faire de belles Après, ouais, commissions. bon, Maguire, le cas de Maguire, c'est aussi parce que bah, hein, le profil du défenseur anglais, enfin, en général, quand il y a un joueur anglais entre guillemets très bon qui sort du lot, il est tout de suite, enfin, pas surévalué, mais il expose les prix du marché. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question jusqu'à où iront les montants des transferts avant qu'entre guillemets la bulle n'explose. Tu penses qu'à un Donc moment c'est elle vrai va que exploser? Tu penses qu'à un moment ça peut pas continuer à grimper comme ça bah moi j'aimerais bien que enfin, bon après c'est un peu une vision entre guillemets naïve et idéaliste, mais non, j'aimerais bien qu'on arrive vers un football entre guillemets un petit peu plus sain et que entre guillemets à un moment il y ait quand même un plafond, parce que plus ça va aller et plus va y avoir, enfin on le voit déjà, plus il y aura un décalage entre les gros clubs qui sont plus que des clubs, qui sont des multinationales carrément, et puis les autres, quoi. Et c'est pour ça notamment bah, qu'il y a tous ces projets de ligue fermée européenne, parce que entre guillemets les gros clubs, eux, ce qu'ils veulent, c'est de plus en plus entre guillemets jouer entre eux et récupérer les droits TV derrière, et ainsi développer leur structure et acheter les meilleurs joueurs. Et puis en plus, on le voit avec les clubs comme Manchester City ou Chelsea. Maintenant, ils ont des effectifs qui peuvent faire une, deux, trois équipes premières, quoi. Et qu'après, il y a aussi la question, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est que ils ont des effectifs très larges, et puis ensuite, bah, en attendant que les joueurs se forment, bah, ils les prêtent à des clubs satellites. Mais ces clubs satellites, ils peuvent entre guillemets perdre leur identité, parce qu'ils ont finalement que des joueurs de passage, et il n'y a plus vraiment de symbiose entre les supporters, le stade, l'équipe, et de joueurs un petit peu cadres de l'équipe. Ouais, non, clairement. Et c'est vrai que ben, sur le City Group qui a acheté, je sais plus quel club en France, qui viennent d'acheter aussi Ils ont ici acheté les Stacks, les Stacks, voilà. en Belgique, quoi, c'est l'OMEL. Ouais, c'est ça. Mais les Stacks qui est quand même un club qui avait une certaine ferveur, qui était connu, qui avait quand même connu la Ligue 1, qui avait quand même eu un peu de Bon, après, supporters et tout ça. pour les Stacks, enfin, là, enfin, peut-être, je sais pas si, presque après, le City Football Group, donc, ils ça a été créé par entre guillemets, l'émirat d'Abu Dhabi, par le Cheikh Mansour, pour, après le rachat de Manchester City, et pour développer entre guillemets la marque City. Et ils ont investi dans pas mal de clubs, donc ils ont investi à New York, à Melbourne, et ils ont aussi en Uruguay, en Inde, en Chine. Mais pour le cas, par exemple, effectivement, des États-Unis et Australie, bah là, ils ont carrément changé le nom des clubs. Ils ont appelé ça New York City, Melbourne City. Pour le cas et pour d'autres clubs, ça n'a pas été le cas. Donc pour les Stacks, je ne sais pas s'ils vont entre guillemets changer le nom du club, parce En que 3 avec les City. Stacks, eux, leur projet, c'est vraiment de s'implanter en France, parce qu'il y a un bon bassin de joueurs, et aussi au niveau de les Stacks, il y a des bonnes structures de formation, donc ça peut. Enfin, je pense qu'au niveau de les Stacks, c'est pas, ils n'ont pas investi sur le court terme, ils vont vraiment investir sur le moyen long terme. C'est un peu plus délicat pour d'autres investissements dans le football français. Enfin, je pense notamment, enfin, moi qui suis supporter des Girondins de Bordeaux, au cas de King Street avec les Girondins de Bordeaux. Enfin, maintenant, on se demande vraiment
vraiment quel est leur projet au niveau du club, parce que À Bordeaux, c'est je ne compliqué sais plus là. trop où est-ce qu'il va. Donc j'espère que pour les autres investissements dans les clubs de Ligue 2, à savoir Caen et Toulouse, ce sera entre guillemets un peu plus sérieux qu'à Bordeaux, parce que là on ne sait pas du tout où le club va. Ouais, en plus, Bordeaux qui jouissait quand même d'une certaine ferveur en Belgique, parce que c'était un club où il y a eu quand même quelques Belges qui sont passés, des Belges très Ah bah, connus en plus. Donc, Marc Wilmot. ouais, Wilmot, c'est Gilbert Bodard aussi, qui a été Ouais, gardien pendant tout un non. moment. Et donc voilà, nous à ce moment-là, des Belges qui étaient à l'étranger, on n'avait pas des masses. Donc on avait Van Buiten à Marseille, on avait Wilmot un peu avant à Bordeaux. Et donc c'était des clubs qui chez nous avaient quand même un bon rayonnement. Je vais juste finir avec une petite dernière question. Ici, il y a quelques jours, il y a eu une sortie de Kevin De Bruyne suite au match contre l'Angleterre qui disait Ouais. je trouve qu'on nous donne vraiment beaucoup trop de matchs avec la Coupe des Nations, avec des matchs amicaux, avec les matchs qui ont été repoussés à cause du Covid et tout ça. Voilà, moi, une sortie comme ça, je la trouvais au mieux très maladroite. Je veux dire, quand on gagne 1 million par mois et qu'on te demande juste de faire un match tous les 3-4 jours, par rapport à pas mal d'autres professions, ça la fout peut-être un petit peu mal, mais toi, t'en penses quoi? Ah non, moi je suis plutôt d'accord avec lui. Bon, même, bon, il gagne des. Après, les salaires que gagnent les joueurs, c'est aussi parce que, enfin, entre guillemets, ils le volent pas, hein. C'est parce que l'économie du football, elle génère tellement d'argent que après, il y a les salaires qui vont derrière. Bon, après, il y a aussi la logique des agents qui sont autour des joueurs et qui, du coup, font de plus en plus monter les salaires et du coup, on sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Mais au-delà de cette question-là, que ce soit de Bruyne qui parle, je pense que non, la question du calendrier surchargé, elle se pose et surtout, avec la Ligue des Nations, il y a cette idée aussi de faire des compétitions avec toujours, entre guillemets, des matchs à enjeu. Alors que, bon, c'est vrai que parfois les matchs amicaux internationaux, ça permettait aussi, entre guillemets, aux joueurs, pas forcément de se reposer, mais enfin, mettre toujours de l'enjeu derrière les matchs et être toujours, entre guillemets, à la course au droit TV derrière les matchs. Ça pose aussi cette question-là. Et après, calendrier surchargé, ça veut dire aussi problème de blessure. Ça veut dire que les joueurs, entre guillemets, ne peuvent pas enchaîner des performances tous les 3 jours à très haut niveau. Donc non, moi je pense qu'un calendrier, entre guillemets, un peu plus espacé, où il y aurait moins de compétition, mais entre guillemets, il y aurait plus de qualité que de quantité, je serais pas forcément contre. Et je pense qu'au niveau du jeu, on verrait des matchs plus beaux, quoi. Ouais, après, c'est vrai que le problème, c'est qu'on essaie, comme tu dis, d'avoir de plus en plus de matchs en jeu. En Belgique, ici, on a eu un système, je sais pas si tu connais un peu le système belge de playoff maintenant, comme il se Et, fait en Belgique. Ben, effectivement, tu as un championnat classique à 16 équipes, puis tu reprends un championnat à 6 équipes, donc encore 10 matchs supplémentaires. Tu rajoutes de ça les matchs de coupe, en plus, tu as d'autres matchs et tout ça. Effectivement, enfin oui, il y a beaucoup de matchs à enjeu. Maintenant, il y a la moitié des matchs qui n'ont plus d'enjeu du tout, donc les playoffs 2 sont ah, mais c'est quasiment pour ça, ouais, oubliés. effectivement, qu'ils avaient mis le système de playoff, ouais, c'est parce que il fallait, entre guillemets, un peu plus. Il La fallait fin de plus saison, oui, d'enjeux à voilà. la fin du championnat et entre guillemets c'était aussi pour une logique entre guillemets de faire venir des investisseurs pour faire vendre les droits TV de la Ligue belge. Mais je crois savoir, je sais plus où en est le projet, mais ça peut-être mieux que moi. Il y avait le projet, c'est qu'il y ait une fusion entre les ligues néerlandaises et belges pour Mais ça, créer le meilleur club. enfin, le problème, c'est qu'on sait déjà pas être d'accord en Belgique, alors se mettre Ouais, d'accord en Belgique et aux Pays-Bas. En fait, je pense que l'idée n'était pas forcément mauvaise de faire une super ligue franco-néerlandaise. Ça s'est fait pour la ligue féminine. ouais, ouais, j'ai vu. Ça s'est fait, donc les Belges jouaient avec les Hollandais, mais malheureusement, comme je dis, on sait déjà même pas avoir un stade pour accueillir 1 euro chez nous, alors qu'il fallait un seul stade. Alors commencer à mixer, parce que du coup tout le monde voudra arriver à avoir sa place dans cette Super League, parce que du coup le championnat belge sera complètement inintéressant. Si on a les 5 meilleures équipes belges qui vont dans un Bah oui, et championnat, puis ouais, dans un même super chose pour le championnat, championnat néerlandais. Ouais. ouais, le championnat belge est complètement foutu. Et déjà maintenant, quand on voit les playoffs 1, où effectivement les stades sont presque remplis, où on a de l'engouement, tout ça, mais les playoffs 2, ça concerne quand même 10 équipes sur 16. Il n'y a plus personne qui va aller voir au stade. On n'a plus que des matchs de seconde zone avec des joueurs qui ont déjà complètement abandonné, qui pensent déjà à leur transfert prochain. On fait jouer pour la plupart les réserves parce que les joueurs de l'équipe première sont déjà partis en vacances. Enfin, voilà, c'est effectivement pour les playoffs 1, c'est très bien, c'est un beau produit. Pour les playoffs 2 et toutes ces équipes qui n'arrivent pas à accrocher ces playoffs 1, c'est vraiment très très compliqué, quoi.
Bah écoute, je pense que voilà, on arrive à la fin de notre entretien, ça va passer quand même sacrément vite. Mais du coup, ton instant promo, si on doit te retrouver quelque part, si tu as des projets pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Bah, là, je pense que je vais faire un peu un sujet sur Mediapro parce que ça me tient. Bon, c'est moins géopolitique, mais toujours un sujet quand même qui est à cœur. Après, j'avais aussi dans les projets de faire un sujet sur l'équipe nationale du Haut-Karabakh parce que c'est un peu dans les sujets du moment. Et puis ensuite, bah, je vais essayer de ne pas faire que des threads et de développer d'autres formats. Donc, à la fois plutôt podcast pour l'instant et puis vidéo. Twitch, on verra. Mais moi, j'aime bien Twitch et YouTube en tant qu'outil. Donc, peut-être que j'irai par là ensuite, pas par la suite. Mais bon, pour l'instant, ce sera surtout des threads et donc à suivre sur le compte Twitter du FC Géopolitique. Ouais, donc je vous mettrai le lien du Twitter dans la description de la VOD qui sortira sur YouTube du coup. Mais écoute, je sais pas si tu avais quelque chose encore à dire, Kevin, pour cette fin de buvette. Bien non, mais en tout cas, merci à toi de m'avoir invité. C'était super cool de pouvoir échanger sur ces différents sujets-là. Et puis effectivement, j'ai pas du tout vu l'heure passer. Ah bah écoute, avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. On en reparlera dans un an quand on aura décidé de reporter le mondial au Qatar parce que ça ne se fera pas à cause du Covid. Ouais, ou l'euro, ou Ou l'euro. l'euro qui sera Voilà. belle. Ouais, l'euro là pour l'instant, je pense que ça doit pas mal claquer des fesses dans pas mal de Mm. coins Ouais. à l'UEFA. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Ce fut Ouais, un merci à réel toi. plaisir et on se cale sur Twitter de toute façon. Et Ouais. à très bientôt du coup. Ouais, merci. Salut à Merci tous. à toi. Ciao, ciao.